Merci pour votre accueil et merci d'avoir fait ressurgir cette couche temporelle, comme vous venez de dire, intermédiaire, qui n'est pas peut-être en effet au centre de ce dont nous allons parler dans les 3 jours qui viennent. Finalement, le titre que j'ai donné à cette présentation, c'est « Ce que la littérature fait de l'histoire et à l'histoire ». Si je ne suis pas écrivain, je ne suis pas littéraire non plus. Je veux dire professionnel de la littérature. Ne me sont pas familières les règles du métier, soit toute cette part d'explicite et plus encore d'implicite qui compose l'ordinaire d'une discipline. Toutefois, depuis mes premiers travaux dans le domaine de la Grèce ancienne, la littérature a été présente dans ma façon d'être historien. Précisons tout de suite les limites de mon propos. Si je me risque à entrer dans la littérature avec mes questions d'historien, je laisserai de côté tout le dossier, tout à fait à sa place dans le cadre de ce colloque, de ce que les historiens ont fait, n'ont pas fait ou pourraient faire de la littérature. L'interrogation ne date pas d'hier, et il me suffira de mentionner, du côté des historiens et pour aujourd'hui, le travail mené notamment par Roger Chartier ou celui poursuivi par Christian Jouot et son groupe, qui est centré sur un questionnement historien de la littérature et une histoire du littéraire. Par ailleurs, le numéro spécial des Annales, paru en 2010, sur ce que Étienne Anheim et Antoine Lilti ont nommé « savoir de la littérature », apporte différents éclairages sur ce problème. Mais le débat, en France du moins, a été relancé par des polémiques récentes, parisiennes plutôt, à propos d'écrivains dont on a été prompt à dire qu'ils faisaient de l'histoire, une certaine histoire, c'est-à-dire en fait l'histoire que n'avaient pas été capables de produire les historiens patentés. C'est en effet leur réception qui a soulevé et pour une part nourri ces polémiques. Ont alors été réactivées pendant quelques semaines au moins des controverses plus ou moins confuses et péremptoires sur la frontière entre histoire et fiction ou réel et vérité versus fiction. Il n'est d'ailleurs pas indifférent qu'en 2006, le prix Goncourt ait été attribué aux Bienveillantes de Jonathan Little et en 2011 à l'art français de la guerre d'Alexis Génie, qui raconte sur un demi-siècle cette guerre, comme il le dit, qui hante notre langue. De quelle conjoncture ces choix étaient-ils, sont-ils les signes ? Interpellés, les historiens ont été sommés de répondre et de se justifier, voire se sont lancés dans des contre-attaques. On a même vu Claude Lanzmann, dont on sait à quel point il a toujours été critique des historiens, défendre, face au Karski de Yannick Enel, une sorte d'orthodoxie historienne, en produisant le vrai Karski. À cette première limite s'en ajoutent 2 autres qui découlent de l'approche choisie. Mon angle privilégié, même s'il n'est pas exclusif, d'interrogation est celui du temps, c'est-à-dire du rapport au temps. Le temps dont parle l'écrivain est celui dans lequel il vit. Le temps dont il traite est sa façon de traiter le temps. Sa manière d'habiter, littérairement, le régime d'historicité contemporain, soit encore l'ombre portée de ce régime d'historicité sur la texture des récits que l'écrivain élabore. Enfin, dernière limitation sérieuse, je procède par exemples, quelques exemples, qui ne renvoient à aucune enquête systématique. Ces exemples sont-ils des cas ? Sont-ils l'amorce de montées en généralisation ? S'ouvre là la possibilité de débats interminables. Je dirais qu'ils sont des indices ou des symptômes, et que cette approche a pour elle, depuis Thucydide, quelques références sérieuses. Ces points, rapidement marqués, j'en viens à la question qui m'intéresse. Cerner ce que des écrivains font de l'histoire. La formulation s'entend en plusieurs sens, puisqu'elle peut d'abord désigner l'histoire au sens disciplinaire. Que font-ils de cette histoire qu'on trouve dans les livres d'histoire ? Quelle est, par exemple, l'étendue et la qualité de l'information historique de Little ? Mais aussi, jusqu'à quel point font-ils leur ce qu'on identifie ordinairement à la démarche historienne ? Vous y faisiez allusion il y a un instant. Recours à des archives, consultation de sources, appel à des témoignages. Je pense ici au Hammerstein de Hans Magnus Enzensberger, qui précise dans un post-scriptum « Ce livre n'est pas un roman ». Et quand ils procèdent ainsi, sont-ils alors dans le faire de l'histoire, dans le faire comme l'historien, ou le faire comme s'il faisait de l'histoire ? À quel type de mimésis ont-ils recours ?
Si bien que l'expression « comment ils fondent l'histoire » signifie également « comment ils écrivent l'histoire ». Repensons aux deux Goncourt. Je veux dire à l'ambiance qui les a fait choisir par le jury et à ce qu'on peut appeler l'effet Goncourt. Et finalement, qu'est-ce que cette écriture-là fait, non plus de, mais à l'histoire? Que devient-elle? De quel concept est-elle le nom? Ne voyez là nul jeu sur les mots, puisque je ne fais que toucher à l'inévitable polysémie du nom de l'histoire. Le moment moderne. Littérature et histoire ne sont pas, nous le savons, deux champs étanches. Il s'agit bien plutôt d'un vieux couple avec une longue histoire de querelle. Sans vraiment remonter aux trois genres de discours établis par Aristote dans sa rhétorique et dérouler tout ce qui s'en est suivi, notamment le rôle de leader que s'est attribué tout un temps la rhétorique, la progressive extension du genre épidictique, dont on a pu considérer qu'il était comme le bouillon de culture de ce qu'allait devenir la littérature, on peut au moins retenir que dès l'Antiquité, l'histoire s'est donné beaucoup de mal pour se distinguer du discours d'éloge, afin de ne pas être absorbée par la littérature et de marquer sa spécificité. Mais qu'elle n'a jamais réussi à se faire reconnaître comme un genre à part entière, un quatrième genre. Bien plus tard, entre XVIIe et XVIIIe, elle noua une alliance avec l'histoire antiquaire, avec l'érudition, aux fins de lutter contre les risques du pyrrhonisme, en prouvant qu'elle avait accès au vrai. Je m'arrêterai quelques instants sur le moment moderne, celui du Neuzeit, celui correspondant aux premières décennies du XIXe siècle et à la montée en puissance du régime moderne d'historicité, car il peut jeter un éclairage sur le moment contemporain. C'est alors que l'histoire et la littérature deviennent un couple moderne, en donnant leur assentiment au temps moderne, ce temps qui va de l'avant en accélérant, devenant à la fois agent et acteur de l'histoire, et dans ce temps nouveau, elles vont trouver une ressource et une clé d'intelligibilité du monde. Mais leur oui au régime moderne d'historicité ne va pas être tout à fait le même oui, même si l'une comme l'autre se donne pour tâche de dire ce monde qui, depuis la Révolution française, est empoigné, emporté, chamboulé par l'histoire, avec un H majuscule. Avec ce temps nouveau, cherche à se formuler un nouveau concept d'histoire qu'on peut désigner comme son concept moderne, celui dont Koselleck a reconnu l'émergence et inventorié les acceptions et les usages. La discipline l'a, si j'ose dire, enfourché, ce concept, y voyant l'occasion si longtemps recherchée de s'imposer enfin, mais cette fois non plus comme genre littéraire, mais bien comme science, et même d'autant plus science qu'elle serait moins littéraire. La littérature, de son côté, ne l'a pas moins enfourchée, et ce fut le triomphe du roman. Mais si elles enfourchaient le même cheval, l'histoire et la littérature, ainsi montées, ne regardaient pas les mêmes choses et ne voyaient pas exactement le même paysage. L'histoire projetait le futur sur le passé de la France et en l'éclairant ainsi lui donnait sens. Pensez à Augustin Thierry, à Guizot et même à Michelet. Le roman était beaucoup plus attentif aux failles du régime moderne d'historicité, à tout ce que je nommerais le conflit des temporalités et le simultané du non-simultané. Un exemple suffira, particulièrement parlant. Avec le Cabinet des Antiques, publié en 1839, Balzac joue du décalage des temps et des effets du simultané et du non-simultané, en mettant face à face des débris de l'Ancien Régime et des parvenus de la nouvelle société. La scène se passe dans une des moins importantes préfectures de France, comme il le dit, dans l'hôtel des Grignons, où se réunissent quelques rares survivants de cette vraie noblesse de province qui n'a jamais compris que la féodalité n'avait plus cours depuis longtemps. D'où ce sobriquet de Cabinet des Antiques, donné à ce petit faubourg Saint-Germain de province par ceux qui en étaient exclus. On s'en moque d'autant plus qu'on aimerait bien y être admis. Mademoiselle des Grignons, la fille du vieux marquis, apparaît à Émile Blondet, dont Balzac a fait le narrateur de l'histoire, comme le génie de la féodalité. Le drame va se nouer autour du jeune comte, le fils du marquis, qui est élevé en déphasage complet par rapport au monde parisien, où il ambitionne de briller au plus vite. On lui a inculqué le dogme de sa suprématie. Or, le roi, tous les seigneurs sont ses égaux, et en dessous de la noblesse, il n'y a que des descendants de Gaulois vaincus, lui a-t-on répété. Le roman s'achève en 1830, quand Charles X part pour l'exil. Le marquis va à sa rencontre,
se joint quelques instants au cortège de la monarchie vaincue et meurt peu après. Si sautant bien des épisodes des histoires parallèles et parfois croisées de la littérature et de l'histoire, nous passons de l'émergence du concept moderne d'histoire à sa présente mise en question, que voyons-nous? En un sens, me direz-vous peut-être, ce concept moderne, il n'a cessé d'être interrogé, questionné, contesté. Certes, mais avançons-nous néanmoins jusqu'à ce changement de nos rapports au temps qui s'est fait jour de différentes façons au cours des années 1970 et que l'on a presque aussitôt traduit par l'expression « crise du temps », c'est-à-dire « crise de l'avenir », fermeture du futur. Cette transformation que j'ai proposé de nommer montée du présentisme, qu'y a-t-il d'étonnant alors à ce que le concept moderne d'histoire, devenant problématique, ou pire, les écrivains, certains du moins, en soient venus à s'interroger sur ce monde où l'histoire qui en était jusqu'alors la maîtresse était en train de perdre son évidence. Aussi, sur des modes narratifs divers, la mettent-ils eux-mêmes en question, soit qu'ils en décrivent l'effondrement, qu'ils en tractent les monstruosités, ou que la judiciarisation ambiante aidant, ils la fassent passer en jugement. Quelques exemples parmi d'autres. Beaucoup commencent en 1975 avec Georges Perec, se débattant dans W ou le souvenir d'enfance, avec la question « Comment écrire une autobiographie quand on n'a pas de souvenir d'enfance ?» quand c'est justement, selon la phrase devenue fameuse, l'histoire avec sa grande H qui s'est chargée de vous en priver, et que c'est cette absence, ce manque originaire, qui est tout à la fois ce qui fait écrire et ce qu'il faut trouver les moyens de dire. Sur un autre mode, et cette fois à propos de la guerre d'Algérie, Laurent Mauvignier affronte dans Des Hommes, en 2009, la question du silence et du récit qu'on ne peut faire. Pour les monstruosités, il est difficile d'éviter les bienveillantes de Jonathan Little. Enfin, dans le Karski de Yannick Enel, l'histoire est jugée à partir de, sinon au nom du présent. Plus largement, on est passé du tribunal de l'histoire de naguère encore à celui actuel de la mémoire. Car bien évidemment, le déplacement majeur qui s'est opéré dans le cours des années 70 est celui qu'on a résumé comme passage de l'histoire vers la mémoire. Si Pérec ouvre la marche de l'anamnèse, beaucoup sera lié à la mémoire, voire, pour ceux qui sont devenus adultes dans ce monde-là, ils se mettent à écrire sous le signe de la mémoire. Aussi, de même qu'en 1820, écrire, c'était dire un monde nouveau saisi par l'histoire, écrire à la fin du XXe siècle, cela devient dire un monde saisi par la mémoire, dans lequel le futur s'éclipse, le présent domine, et le passé insiste, ce passé qui ne passe pas ou qui revient. On a alors beaucoup parlé du passé, qui à la fois s'obscurcissait et se rouvrait comme réceptacle de futurs possibles, dont certains avaient commencé d'être avant d'être empêchés ou supprimés. Parmi les écrivains, il y a ceux qui, du fait de leur biographie, se sont heurtés à la mise en question du concept moderne d'histoire et l'ont traduit comme son effondrement. On pense à Volodine, à son post-exotisme et à ses personnages d'après la fin, mais aussi, sur un mode différent, à Olivier Rollin, dont les narrateurs, dans ses premiers romans surtout, se survivent dans l'après-coup de la chute. Ils venaient d'une histoire en prise directe avec le régime moderne d'historicité, où la Révolution était la figure centrale. Ils avaient participé à ce temps d'avant, ayant la nostalgie d'un temps qui ouvrit sur de vastes lendemains, comme le rappelle le narrateur d'un des romans de Rollin, Port-Soudan. Et ils avaient cru à cette histoire-là, qui était simplement l'histoire, avec un H majuscule, ou encore cette meule de l'histoire, comme elle est nommée dans cet autre roman, Méroé. Depuis Phénomène futur, son premier roman, les récits de Rollin commençaient après, par-delà la brisure et l'effondrement, au milieu des ruines et dans une volonté désespérée, et toujours déçue, d'oubli. Revêtus de leur smoking de ruines, comme il le dit, les narrateurs se définissaient comme des êtres ruinicoles, mais nulle poésie des ruines ne les habitait. Et pour ce qui est de la suite de l'histoire, s'il y en avait une chose était sûre, il n'en serait pas. Pourquoi suis-je venu à une époque où j'étais si mal placé, feigné de se lamenter Chateaubriand, alors que c'était la débandade à Paris au moment du retour de l'île d'Elbe, tout en sachant fort bien que de ce mal placé, il avait fait le ressort de tout,
de sa carrière comme de ses démissions, et avant tout de son écriture. Ce mal placé, Olivier Rollin le fait sien à son tour, le revendique même pour l'écrivain dans une conférence prononcée en 2001. « J'étais en dedans et à côté de mon siècle », ajoute encore Chateaubriand. À quoi fait écho cette phrase du narrateur dans Tigre en papier de Rollin sur leur génération située à côté de la plaque, alors que d'autres naissent en plein dans l'histoire, en plein dans le mille. Rollin et ses camarades se découvrent douloureusement exilés de l'histoire, séparés de l'histoire, tandis que le mal placé de Chateaubriand s'impose à lui parce qu'il se retrouve brutalement trop placé dans le mille de l'histoire, entre deux temps, entre deux régimes d'historicité, l'ancien et le moderne. Au-delà déjà du régime moderne pour la génération de Rollin. Par-delà la brisure de la Révolution évanouie, Rollin en vient à reconnaître à la littérature une place éminente, alors même que le présent présentiste la déclare inutile. Je le cite, « Grande résonance du passé, elle est tournée vers ce qui a disparu ou bien ce qui aurait pu advenir et n'est pas advenu. Aussi, le territoire, continue-t-il, qu'il me revient d'explorer, c'est ce qui sans moi ne serait pas transmis, ce qui est donc avec moi en voie de disparition. » Mais il y a plus. Remontant plus en amont, il prend conscience que son écriture vient de plus loin. Ainsi que le dit le narrateur à la fin de son roman Méroé, je le cite, « Il me semble que quelque chose, une onde sinistre, vient de ce temps incroyablement lointain où ma vie commençait près des ruines de Saint-Nazaire, dans la mélancolie de l'estuaire pluvieux. Alors même que dans la France d'après-guerre, n'allait pas tarder à se manifester la soif d'oubli et de consommation. Et cette autre image encore, toujours dans Méroé, pour désigner le lieu absent où pourtant tout commence, cela se confond dans mon souvenir avec le soleil couchant sur un paysage façonné par une tragédie que je n'avais pas connue, mais dont je sentais qu'elle marquerait ma vie. Ainsi commencèrent pour Rollin et les siens, mais aussi, comme nous allons le voir, pour Sebald et Jacques Austerlitz, l'exil, des voyages sans cesse recommencés qu'accompagnait le sentiment persistant d'être mal placé. Et de cette absence initiale se forma la possibilité d'une écriture, s'imposa une nécessité d'écrire. Ni l'histoire avec un grand H, ni même vraiment des histoires, mais à partir de paysages de ruines, l'ombre portée d'une tragédie longtemps enveloppée de silence. Mais s'il vient de là, de cette tragédie qu'il n'a pas directement connue, Rollin est né en 1947, Rollin, à la différence de Sebald, n'a pas écrit sur elle. Que veut dire écrire sous le signe de la mémoire? L'œuvre de Jorge Semprún est emblématique de ce mouvement. Il n'a cessé de réécrire sa déportation à Buchenwald. Mais lui, qui est un témoin, il a placé son écriture, je dirais de plus en plus, jusque dans son dernier texte inachevé qui vient de paraître, Exercice de survie, moins sous l'impératif du témoignage que sous le signe de la mémoire, d'une mémoire sans cesse à reprendre. Dans l'introduction qu'il a rédigée à Exercice de survie, Régis Debray parle de mémoire miroir. Le récit de ce texte inachevé débute en 2005 au bar du Lutetia, où, dit Semprún, commence à s'écrire cette histoire, c'est-à-dire, ajoute-t-il, à se redéployer cette mémoire. Ce travail d'écriture, il le désigne comme réécriture. Déjà, l'autobiographie de Federico Sanchez, dans cette autobiographie de Federico Sanchez, il recourait à l'expression « le fer rouge de la mémoire », qui glosait ainsi « Eh bien, soit, je continuerai à remuer ce passé, à mettre au jour ces plaies purulentes, pour les cautériser avec le fer rouge de la mémoire. » Que veut dire écrire sous le signe de la mémoire quand il s'agit d'une mémoire qu'on n'a pas directement, ou guère, mais que pour différentes raisons on décide de se donner? En allant du présent vers ce passé qu'on veut atteindre, l'enquête se fait volontiers historienne, recherche de documents, dépouillement d'archives, histoire orale, se fait aussi judiciaire parfois, à la façon d'une instruction, pouvant le cas échéant déboucher sur un jugement. De cela découle un certain nombre de choix narratifs, les histoires de vie, les biographies, les récits et carnets d'enquête. S'engager dans cette voie d'une connaissance qu'on n'a pas
d'une expérience qu'on n'a pas endurée mais qui vous requiert, c'est se placer sous le signe de la disparition et des disparus, des engloutis. Cela commence par le creux de l'absence et ce silence particulier qui l'accompagne, et cela se traduit, par exemple, par les marches incessantes de du Jacques Austerlitz de Sebald, ou les voyages à travers le monde de Daniel Mendelssohn, à la recherche de toute information susceptible de lui en apprendre un peu plus sur ces 6 disparus. Avec Sebald, nous nous trouvons en effet d'emblée dans un présent qui dure ou qui ne passe pas, un temps arrêté, produit d'une catastrophe qui a eu lieu, mais qu'il n'a pas directement connue, même s'il s'impose de plus en plus clairement à lui que c'est de là qu'il vient. Comme Rollin, aussi pour lui, Sebald, devenir écrivain relativement tardivement, à 45 ans, sera pour lui rechercher les traces de disparus et se faire, comme il le dit, chasseur de fantômes. Ce sera sa raison d'être écrivain, retrouver la mémoire qu'il n'a pas et combler ce vide avec des récits de témoins fiables. Dans quelques entretiens réunis sous le titre L'archéologue de la mémoire, Sebald évoque son expérience du temps. Pénétrer l'univers de Matthias Grünewald, le peintre du retable d'Issenheim, l'intéresse beaucoup plus, dit-il, que le présent, lui qui se sent incapable d'envisager l'avenir. En un sens, l'Allemagne qu'il a quittée à l'âge de 20 ans n'est pas son pays, mais par son histoire depuis la fin du XVIIIe, elle l'est. Je le cite, « J'ai hérité de ce fardeau et il faut que je le porte, que cela me plaise ou non. » D'autant plus qu'il a éprouvé, d'abord dans sa propre famille, cette conspiration du silence, si caractéristique des années d'après-guerre, qui fut la motivation profonde de son départ pour l'Angleterre. D'où ensuite, une fois passé de l'écriture universitaire à la littérature, sa visite des archives et sa quête des traces de toutes sortes, notamment son recours aux photos, qui, dit-il, à la fois atteste la véracité du récit et arrête le temps. Quand je regarde photos ou films datant de la guerre, je le cite, « Il me semble que c'est de là que je viens, pour ainsi dire, et que tombe sur moi, venu de là-bas, venu de cette ère d'atrocité que je n'ai pas vécue, une ombre à laquelle je n'arriverai jamais à me soustraire tout à fait. » Car pour Austerlitz, le temps s'est en fait arrêté, ce jour de 1939 où il a quitté Prague dans un Kindertransport, organisé par la Croix-Rouge à destination de Londres. Mais il en a eu la révélation que bien des années plus tard, lorsqu'à la recherche de lui-même, il est revenu à Prague, où par chance son ancienne nourrice était toujours là. Pourtant, cette expérience du retour ne débouche nullement sur celle d'un temps retrouvé. Tout au contraire. Quand Vera, c'est le nom de la nourrice, lui montre une photo d'un enfant de 5 ans costumé en page, en lui disant « c'est toi », il reste stupide, en proie, je cite, au sentiment accablant qu'il s'agissait d'un passé définitivement révolu. La reconnaissance mémorielle n'opère pas. La voie de ce petit plaisir dont parle Ricoeur lui demeure proprement barrée. Tout à l'opposé, il n'a jamais éprouvé, dit-il, aussi fortement le sentiment de son inexistence. Percé par le regard interrogateur du page venu réclamer son dû, il se sent incapable d'acquitter cette dette. L'historicité est bloquée, la distance de l'enfant qu'il était à celui qu'il est devenu, à l'homme qu'il est devenu, semble impossible à combler. De ce temps arrêté, ou de ce présent qui piétine, Sebald donne un dernier signe qui relie la vie d'Austerlitz, telle qu'il l'a écrite, à la sienne propre, marquée par le « c'est de là que je viens ». Le roman s'achève en effet sur le retour du narrateur à la forteresse de Brendonck, en Belgique, déjà évoquée lors de sa première rencontre avec Austerlitz 30 ans plus tôt. Brendonck avait fonctionné comme camp de concentration entre 1940 et 1944. Jean Améry, notamment, y fut interné et torturé. Là, assis à l'écart au bord des douves, le narrateur lit un livre que lui avait donné Austerlitz, Heschel Kingdom, de Dan Jacobson. À la recherche de traces de sa famille d'origine lituanienne, Jacobson raconte sa visite en Lituanie, au 9e fort de Kaunas, où 30 000 personnes furent assassinées par les Allemands. Dans les caves, il relève ce graffiti « Nous sommes 900 Français », puis des noms avec un lieu ou une date, parmi lesquels Max Stern, Paris 18-5-44. Or, cette date correspond à la date de naissance de Sebald,
qui en Angleterre se faisait appeler Max. Ultime façon de dire qu'en effet il vient de là et qu'il lui incombe d'être le vicarious witness de ce Max qu'il n'a pas connu. Du temps suspendu au temps recherché, ce sera mon dernier point. Né en 1960, Daniel Mendelssohn est complètement un enfant de la mémoire et de l'ère du témoin. Né avec le procès Eichmann, il a 25 ans quand sort Shoah. Il appartient à la génération des petits-enfants de ceux qui étaient adultes pendant la guerre. Publié en 2006, Les Disparus porte en épigraphe une citation de Proust. De ce livre, à la trame complexe, entrecoupée de digressions, nourrie de culture classique et biblique, je ne retiendrai que quelques traits en rapport direct avec mon propos. Il s'agit bien d'une recherche, mue par une question historienne. Il voulait savoir ce qui était arrivé à son grand-oncle maternel et sa famille, en allant au-delà du simple « tué par les nazis ». Et une note de l'auteur, placée à la fin du livre, tient à préciser que tout ce qui est rapporté est vrai. Les lieux, Boleshov, la petite ville d'Ukraine où ils avaient vécu et sans doute étaient morts, ont été visités. Les archives consultées, les nombreux entretiens et conversations ont été enregistrés, pris en note et restitués. Et pourtant, le livre se présente sans hésiter comme un roman. Même s'il espère que cette histoire de famille, qui ne concerne qu'une seule famille, la sienne, puisse aider le lecteur à, je cite, « comprendre le sens d'un grand événement historique ». Car l'ouvrage est bien plus qu'un rapport d'enquête. Il est non seulement le récit de cette enquête se faisant, avec ses péripéties au fil des années, mais aussi pour une part une autobiographie de l'auteur et un roman de formation. En quoi, justement, l'enquête, toute cette enquête, l'a changé. Si répondre à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé a pris des années, la question elle-même a cheminé pendant longtemps et déjà bien avant sa formulation expresse. Mendelssohn en retrace les commencements. Sa bar mitzvah, la mort de son grand-père, suivie de la découverte dans son portefeuille, le portefeuille du grand-père, des dernières lettres de son frère, celui qui a disparu justement, qu'il avait toujours avec lui. Appel au secours peut être resté sans réponse. Plus tôt encore, quand le jeune Daniel avait 6 ou 7 ans, les pleurs que suscitait son entrée dans une pièce où étaient réunis de vieux parents juifs, du fait même, a-t-il compris plus tard, de sa ressemblance avec son grand-oncle disparu. On imagine son effroi. De quoi suis-je donc coupable? Qui est cet autre que je suis pour eux? Qui suis-je? C'est ce qu'évoquent les quelques lignes de Proust mises en exergue. Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais sorts. Il ajoute encore un trait de sa personnalité, je le cite, le plaisir intense qu'il a depuis l'enfance à organiser la connaissance, à imposer un ordre au chaos des faits en les assemblant dans une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Peut-on faire de ces 4 mots, tués par les nazis, une histoire avec un début, un milieu et une fin? Et si oui, comment? Factuellement, narrativement, mais aussi moralement. Est-ce possible et en a-t-on le droit? Mendelssohn, qui ne cesse de rencontrer ce problème du narrateur, évoque ou parfois convoque quelques grands modèles, Homère, Hérodote, quelques grands épisodes de la Bible hébraïque qu'il interroge en fonction de l'histoire qu'il essaye de raconter, sinon de comprendre. Ces épisodes, correspondant aux lectures hebdomadaires de la Torah, scandent le découpage du récit, sont l'occasion d'aller-retour entre ce qui s'est passé ici et ce qui est raconté là. L'épisode Noé, Caïn et Abel, Sodome, le sacrifice d'Isaac. Pour l'auteur, ils sont une provocation à la réflexion et en aucune façon les épisodes déjà écrits d'une histoire qui ne ferait que se répéter. Comme il le dit à un moment, le livre qu'il écrit, c'est une histoire sur les problèmes de la proximité et de la distance. Car on part de très loin, de ces morts désespérément loin, et on commence à s'en rapprocher, à les retrouver. En retournant la question initiale, non plus comment ils sont morts, mais comment ils ont vécu. Tout en sachant qu'il y a des limites qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas franchir. Jusqu'à quel point peut-on voir ce qu'on n'a pas du tout vu en réalité? C'est une réflexion suscitée par la façon dont a été assassinée la plus jeune des filles de l'oncle, du grand-oncle Shmuel. Plus fondamentalement encore, il y a ce qu'il désigne comme, je le cite, l'éternel conflit entre ce qui s'est passé et le récit de ce qui s'est passé, et qui, poursuit-il, pointe vers le triomphe inéluctable, mais qui n'est pas exempt de danger, du narrateur. Et il ajoute, la proximité vous rapproche de ce qui s'est passé,
Mais la distance est ce qui rend possible l'histoire de ce qui s'est passé, en permettant d'organiser les fragments dans un ensemble cohérent et plaisant. Mais le narratif n'est pas tout. Surgit encore une autre modulation de la distance, celle du jugement. Mendelssohn la rencontre et s'en débrouille ainsi. Poussé par le désir de savoir, il accumule, dit-il, les faits, les dates, les détails, sans se douter cette accumulation de faits, de dates, de détails, pourrait un jour constituer quelque chose de plus que des entrées dans un glossaire ou des éléments dans une histoire, qu'il pourrait un jour m'obliger à juger les gens. Or, poursuit-il aussitôt, je ne juge personne, je ne peux pas être en 1942, je ne sais pas ce que c'était. Le temps zébaldien est un temps arrêté. Il correspond au perpétuel présent dans lequel vit, ou plutôt survit, Austerlitz. Pour lui, même après son bref retour à Prague, il n'y a pas de remise en marche du temps, pas plus qu'il n'y a de claire séparation entre l'espace des vivants et celui des morts. À la fin du roman, il disparaît, s'évanouit, laissant au narrateur la charge de raconter cette histoire fantomatique qui n'a pour le coup ni véritablement de début, de milieu et de fin. Rien de tel dans Les Disparus qui peuvent se lire comme un long rituel d'enterrement, jusqu'à la scène finale au pied de l'arbre où ont été fusillés l'oncle et sa fille. Là, à l'endroit même où ça s'est passé, Mendelssohn remplit ses poches de terre et dépose une grosse pierre à la jonction du tronc et des arbres. Se rapprocher des morts, qui est le but même de l'enquête, finit par rencontrer la distance infranchissable créée par le temps. Et au moment où Mendelssohn se tient sur le lieu même de leur disparition, où il tient la fin véritable et véridique de l'histoire qui l'a amené à faire le tour du monde et à étudier la Torah, il sent qu'il lui faut, je cite, « les abandonner à nouveau, les laisser être eux-mêmes, quoi que cela puisse être. Les laisser, par-delà leur mort, à ce qu'a été leur vie, une vie comme beaucoup d'autres, la leur néanmoins, et pour toujours inaccessible. » Surgit à plusieurs reprises la thématique du regard jeté en arrière, du dernier coup d'œil. La mère de l'auteur, de Daniel Mendelssohn, lui rappelle que les membres de sa famille se sont gâchés leur vie en regardant toujours vers le passé. Aussi ne veut-elle pas qu'ils soient comme eux. Pourtant, conclut-il, c'est bien cette décision de regarder en arrière, de jeter un dernier coup d'œil, qui peut, pour un temps au moins, sauver une partie de ce qui a été. Or, au moment de quitter pour la dernière fois Boleshov, il s'était promis de se retourner pour jeter un dernier coup d'œil par la lunette arrière de la voiture. Mais voilà que dans le feu de la conversation avec ses frères et sœurs, il oublie, ou plutôt ne s'en souvient que trop tard, alors que Boleshov avait disparu de sa vue. Autrement dit, il n'est plus nécessaire de regarder en arrière. L'histoire a bien un début, un milieu, une fin, et une fin qui n'est pas l'idée qu'il pouvait s'en faire, mais un fait. Le temps s'est rouvert et peut se remettre en marche. Écrire sous le signe de la mémoire, c'est aller du présent vers le passé, du moins vers certains moments ou événements du passé, en les invoquant ou les convoquant dans le présent. Ce passé, on peut, dirais-je, l'embrasser et le présentifier, ou rencontrer l'irrémédiable distance qui nous en sépare, comme Mendelssohn, ou faire les deux. Pour mener cette opération, le recours à une démarche historienne a toute sa place comme technique d'enquête. Mais cet emprunt n'implique nullement de se prononcer sur l'histoire, sur le fait de savoir s'il y a une marche ou un sens de l'histoire, ou plus vaguement et simplement, des forces à l'œuvre ou des processus plus ou moins maîtrisables et intelligibles. On peut répondre non, voire oui, ou ne pas se poser la question. Ce qui semble assurer est que personne ne souscrit plus au concept moderne d'histoire, qui, bien que démonétisé, a encore cours. Si bien qu'à la limite, on peut très bien faire de l'histoire sans croire à l'histoire, qu'on soit écrivain ou historien. Merci.